7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. 7h41, alors que le seuil des 100 féminicides depuis le début de l'année a été atteint. Le gouvernement ouvre aujourd'hui son Grenelle des violences conjugales jusqu'au 25 novembre. Représentants des services de l'État, associations, personnels soignants, magistrats proches de victimes doivent se rencontrer pour formuler des propositions et identifier les moyens les plus efficaces de protéger les victimes de violences conjugales. Édouard Philippe doit dès aujourd'hui annoncer les premières mesures du gouvernement. Les associations et proches de victimes de féminicide espèrent des actions immédiates et plus de moyens financiers. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'inviter Rada Temganzer. Bonjour, vous êtes gynécologue obstétricienne et vous êtes fondatrice d'un lieu absolument unique, la Maison des Femmes, une structure qui accueille les femmes victimes de violences dans l'enceinte de l'hôpital de Saint-Denis. Expliquez-nous, Rada Temganzer, comment vous en êtes venue à créer ce lieu. Eh bien, c'est très simple. Je suis gynécologue, donc ça fait à peu près 40 ans que j'écoute des femmes et que je les accompagne dans leurs moments de vie importants, la naissance d'un enfant, un mariage, un avortement. Et bien sûr, on sait aujourd'hui que les femmes se confient plus volontiers à un personnel de santé, leurs généralistes, leurs gynécologues, leurs sages-femmes. Donc ce sont à nous qu'elles racontent leur vie difficile, chaotique et les violences qu'elles subissent. Arrivée à Saint-Denis il y a une dizaine d'années, dans un département que je ne connaissais pas, j'ai rencontré aussi l'immigration massive et la grande précarité. Et je dois avouer que le cocktail formé par les violences qui ne sont pas du tout l'apanage des pauvres, mais qui peuvent concerner tout un chacun et toute une chacune, et puis la migration et la précarité m'ont fait prendre conscience que si je voulais augmenter mon efficacité, il fallait que j'invente un endroit vraiment dédié à cette thématique. Quelles ont été les principales étapes pour la création de cette structure ? Parce qu'on imagine que ça n'a pas été du tout évident d'en arriver là, Rada Temganzer. Tout part comme toujours d'une idée, un coin de table, 3 gribouillages. Et puis après, il faut convaincre. Il faut convaincre la direction de l'hôpital, il faut convaincre les villes alentours d'investir, le département. Et on se heurte à la question de l'argent, toujours. Donc, c'est une question qui, j'imagine, n'est pas encore résolue, la question de l'argent. Non, mais elle va nettement mieux parce que, comme toujours, on progresse. Donc, il a fallu d'abord convaincre, trouver des fonds, donc aller vers des fondations privées, par exemple. Ça, c'est quelque chose que l'hôpital ne fait pas volontiers. Quelle fondation privée ? Alors, elles ont été très nombreuses à répondre à l'appel et j'en profite pour les remercier toutes. La première a été la Fondation Kering, puisque François-Henri Pinault est personnellement très engagé. Et puis elle, Raja, Aéroport de Paris, Bouygues, donc Air des sociétés France, qui financent. Incroyable, oui. Et ensuite, il a fallu essayer de convaincre le gouvernement, et là, c'était plus compliqué. Parce que c'est une thématique nouvelle, parce qu'on ne connaît pas bien la médecine de la violence, et parce que les agences régionales de santé ne pensaient pas qu'elles étaient concernées. Qu'est-ce que c'est justement la médecine de la violence ? Alors, la médecine de la violence, c'est comprendre que lorsqu'une femme, ou un homme bien sûr, est victime de violences, et ces violences peuvent être des violences de la vie, mais en ce qui me concerne, ce sont les violences conjugales, les violences sexuelles, les violences intrafamiliales et éducatives, eh bien, ça a un impact extrêmement important sur la santé des gens. Moi, je suis médecin, c'est par ce biais-là que je me suis intéressée aux violences, pas tellement par la dimension juridique, pénale, etc., que j'ai découverte après. Donc une femme qui est victime de violences répétées, de traumatismes répétés psychologiquement, peut développer des maladies chroniques par le fait du stress et de toutes les hormones que ça les fait sécréter, comme du diabète, un cancer, des maladies auto-immunes, une hypertension. Et puis, elles sont dans un état de stress post-traumatique, comme quelqu'un qui aurait été à la terrasse le 13 novembre. Donc, il est question de réparer les corps, mais aussi de prendre en charge les âmes chez vous. La psyché. Oui, absolument. Il est question alors déjà d'accompagner les corps, de ce qu'on appelle la médecine somatique, donc de voir s'il y a besoin de traitement, de faire des certificats, parce que les femmes qui viennent chez nous ne sont pas forcément dans l'idée de porter plainte. Elles se disent, tiens, il y a un endroit, c'est joli, c'est chaleureux, il y a des soignants, je vais pouvoir parler. Mais elles ne viennent pas en disant « je cherche à porter plainte ». Et c'est nous qui essayons de les convaincre. Et comme elles ne sont pas dans cette idée-là, on leur fait chaque fois qu'elles viennent avec des affections apparentes,
un œil au beurre noir, une mâchoire cassée, qu'elles arrivent des urgences avec leur béquille, on leur fait des certificats en leur disant « vous en aurez peut-être besoin un jour ». C'est peut-être dangereux que vous les gardiez avec vous. Si votre mari fouille vos affaires, on les garde à l'hôpital, si vous voulez. Et le jour où vous êtes prête à porter plainte, eh bien, on pourra vous les sortir. Et si vous êtes venu 20 fois, vous aurez 20 certificats. Parce qu'il y a des femmes qui viennent 20 fois chez vous. Ben oui, parce qu'il peut arriver que 20 fois de suite, elles se soient fait frapper ou qu'elles aient eu très peur et qu'elles aient besoin de venir nous en parler. Question candide, quel est le principal obstacle à ce qu'elles portent plainte? Est-ce le fait qu'elles ne peuvent pas être hébergées immédiatement après pour les soustraire au mari, aux compagnons violents? Il y a énormément de raisons qui font qu'une femme ne va pas porter plainte. La première, elle n'est pas toujours consciente que ce qui lui arrive est un délit, un crime. Et donc, elle va beaucoup rapporter ça à sa condition de femme, d'épouse, formatée depuis l'utérus de sa mère pour subir et donner à son mari tout ce qu'il peut attendre de sa femme. Ensuite, évidemment, la question se pose toujours de « et si je m'en vais, où est-ce que je vais ?» Nous ne sommes pas malheureusement en capacité de dégainer des hébergements d'urgence. Et ce qui nous arrive et qui nous fait le plus mal, c'est le vendredi 17h, une femme, 2 enfants, partis désespérés de chez eux, auxquels on dit, écoutez, à part la rue et les urgences de l'hôpital ou le hall de l'hôpital où nous avons beaucoup de familles qui dorment, eh ben on n'a pas grand-chose. Vous avez des aujourd'hui. familles qui dorment dans le hall de Oui. l'hôpital de Saint-Denis? Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est un lieu, moi j'ai des femmes qui me disent, Et ça fait un lorsque mois vous- que je dors à l'hôpital. Et lorsque vous en parlez avec les autorités, avec la mairie de Saint-Denis, que sais-je, Rada Temganzer, que vous disent-ils? L'argent. L'argent, la volonté politique, l'organisation, les moyens. C'est sûr qu'il faudrait des places d'urgence. Mais qui dit place d'urgence dit turnover, parce qu'il faut faire de la place pour d'autres femmes. Donc pouvoir héberger des femmes dans des centres qui permettent leur réinsertion. Ou alors, encore plus logique, mieux sortir les conjoints violents de la maison. Parce que c'est pas normal qu'une femme doive partir avec ses enfants, être hébergée dans un hôtel un peu sordide du SAMU social, pendant que son homme se prélasse chez eux. Vous recevez entre 50 et 80 femmes par jour dans votre centre, dans la maison des femmes à Saint-Denis, Rada Temganzer. Qui sont-elles, ces femmes? S'agit-il donc uniquement de femmes issues de milieux défavorisés? Il y a beaucoup de migrantes parmi ces femmes, mais si vous deviez tracer en quelque sorte les différents profils de ces femmes. Il y a la plupart des femmes qui viennent nous voir sont victimes de différentes manières. Nous avons 3 unités, donc une partie de ces femmes, elles sont toutes de toute nationalité, de tous milieux sociaux, vient pour avorter, pour avoir accès à une contraception. Et même dans ces circonstances-là, on s'aperçoit que cet avortement, c'est une grossesse issue d'un viol, par exemple, conjugal ou non conjugal, mais que c'est très difficile pour ces femmes d'en parler. Donc si nous ne sommes pas formés à les orienter vers « mais enfin, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Comment cette grossesse ?» etc., on peut tout à fait passer à côté. La deuxième unité, ce sont les mutilations sexuelles. Et là encore, ça peut être des migrantes, mais ça peut être des femmes nées en France, peut-être même des 3e générations, mais toujours victimes de cette coutume qui consiste à couper les femmes pour leur ôter tout accès au plaisir. Et ces femmes-là, ce qu'elles nous racontent aussi, c'est que vient se rajouter la tradition. Vous êtes marié de force, vous êtes excisé sans qu'on vous donne votre avis, on vous sort de l'école. Et lorsque votre mari, que vous n'aimez pas, et qui est en général beaucoup plus vieux que vous frappe et vous viole, ben votre famille vous dit « retourne chez lui, c'est ton mari ». Et surtout, ne déshonore pas la famille. Alors c'est flagrant dans ces populations-là, mais en France, beaucoup de femmes vivent la même chose. Comment parler? Comment dire que votre mari, qui est professeur à la fac de médecine, agresse sexuellement votre fille? C'est un cas réel auquel vous songez. Et ça veut dire que vraiment il n'y a pas, parce que dans les différents profils que vous évoquez, on a affaire, si je vous suis bien, à des migrantes, à des femmes qui sont victimes d'un certain nombre de traditions qui les oppriment. Le 3e cas. Voilà, justement. Le 3e cas, c'est l'unité violence faite aux femmes, violence conjugale notamment, et on y inclut les violences sexuelles. Et là encore, ce sont des femmes de partout.
des femmes qui sont sous l'emprise. Alors vous me demandiez s'il y avait un profil. Ce sont des femmes qui ont été tellement humiliées et maltraitées qu'en fait elles en arrivent à accepter beaucoup plus de choses que ce qu'elles penseraient pouvoir accepter, et par avoir extrêmement peur de porter plainte parce que leur conjoint leur a expliqué que si elles portaient plainte, on ne les croirait pas, puisqu'elles étaient moins que rien, il les tuerait, il tuerait les enfants, etc. Donc il y a énormément de raisons qui paralysent une femme. Et puis quand on connaît l'accueil qui est fait dans certains commissariats, aller porter plainte, en fait, est plutôt répulsif. Ça veut dire quoi? Racontez-nous. Eh bien, il y a des commissariats où les policiers, sans doute aussi submergés par tout ce qu'ils ont à faire, ne prennent pas le temps de questionner la femme. Ils considèrent que si elle est un petit peu ambiguë dans ce qu'elle dit ou un peu incertaine, c'est qu'elle ment. Alors que quand on connaît la violence, on sait que ces femmes-là ne sont pas du tout ambiguës, mais simplement qu'elles sont dans l'incapacité de parler et qu'il faut les aider à parler, donc avoir des questionnements à peu près établis, savoir vers où les emmener. Et donc, leur renvoie une image d'usurpatrice, de menteuse, quand ce n'est pas juste des propos humiliants comme mais c'est votre faute, vous n'aviez qu'à pas boire, qu'à pas porter une mini-jupe et qu'à pas aller prendre un pot avec ce garçon. Justement, avec vos mots, vous qui êtes docteur, Radha Temganzer, comment faites-vous pour faire parler ces femmes, pour faire en sorte qu'elles racontent ce qui leur arrive et qu'elles aillent au-delà des mots de circonstance, des mots qu'on pourrait échanger juste pour décrire les plaies des corps? C'est à la fois une formation que j'ai acquise sur le tard, puisque ça ne fait pas partie de la formation continue des médecins. Et ça pourrait être un axe de progrès, par exemple. Et puis l'habitude d'écouter les gens, bien sûr. On en finit par comprendre les mots derrière les mots. Si une femme vous explique qu'elle a mal partout, qu'elle est un peu déprimée, qu'elle n'est pas très à l'aise chez elle, petit à petit, on arrive à les faire parler. Ça, c'est notre métier. On sait le faire. Et justement, ce qu'on essaie de leur montrer, c'est qu'elles n'ont pas honte de parler et que ce lieu est dédié à la parole. Et je dois avouer que d'avoir un lieu dédié, ça fait la moitié du travail. Les femmes arrivent là en se disant, c'est pas comme à l'hôpital, c'est vraiment un lieu pour moi. Il est beau, il est chaleureux, on y a mis beaucoup d'énergie. Et donc, je vais sans doute être crue par les gens qui sont en face de moi. Et ça fait toute la différence aussi. Qui les oriente chez vous? Est-ce que justement, aujourd'hui, ce type de structure est clairement repéré? Nous commençons à être repérés, ce qui fait que nous commençons à être submergés et que nous allons nous agrandir. Tout le monde nous oriente ces femmes. Ça peut être les urgences de l'hôpital, par exemple, après avoir accueilli une femme qui a des hématomes sur la tête, une jambe cassée, comme hier matin. Ça peut être les services d'ORL, tympan percé, fracture de l'orbite. Ça peut être les services d'obésité, par exemple, parce qu'on sait que dans 30% des femmes obèses sont victimes de violences sexuelles. Ça peut être les médecins généralistes, le SAMU, le commissariat, les copines, Internet, la radio, votre émission. Tout cela conduit les femmes à venir nous parler. Et oui, nous sommes les premiers sur ce modèle assez complet, mais des petites sœurs sont en gestation et d'autres sont nées, comme à Bordeaux. Justement, alors Bordeaux et Tournu, donc je crois en Saône-et-Loire. Donc là, j'imagine qu'on a affaire à des populations différentes dans ces 3 maisons des femmes. Oui, ce d'autant que la maison de Tournu est plus orientée vers la parentalité, puisqu'elle est très accompagnée par des sages-femmes. Mais il n'en reste pas moins. La parentalité, c'est-à-dire le fait d'accompagner les femmes enceintes, les parents en devenir, le lien mère-enfant, le bien-être dans l'accouchement et autour, mais avec cette idée que c'est un lieu pour les femmes, victimes de violences aussi, et qu'elles pourraient y être prises en charge. Donc ces lieux sont déjà ouverts et sont en train de se développer. Et puis il y a d'autres lieux qui sont presque prêts à ouvrir, comme à Strasbourg, où le professeur Nizan est très motivé, à Caen, à Nantes, à Lyon, à Pessac. Nous sommes très sollicités pour donner notre modèle. Et lorsque l'on essaye de voir ce qui pourrait être fait après, donc il y a, j'imagine,
un accompagnement physique qu'il a et le fait de l'hôpital et peut se faire immédiatement. L'accompagnement psychologique, puisque on songe que ces femmes qui sont traumatisées, comme vous l'avez dit, que vous trouvez en situation de choc post-traumatique, si elles ne sont pas suivies à long terme, leur situation ne peut pas véritablement s'améliorer. Tout à fait. Et c'est un des freins et une des limites à la prise en charge. Il faut que ces femmes soient prises en charge par des psychologues et parfois par des psychiatres, parce qu'elles ont des symptômes qui les paralysent, les empêchent de dormir, etc. Donc ce sont des accompagnements longs. Il faut pouvoir voir une femme toutes les semaines, parfois au début, et puis ensuite alléger un peu. Et le problème que nous avons dans notre pays, c'est que si les psychiatres sont remboursés par la sécurité sociale, les psychologues ne le sont pas. Donc peu de femmes peuvent se payer des psychologues. Nous en avons 6 à la Maison des Femmes, que nous finançons, comme je vous l'ai dit, un peu de bric et de broc, mais qui nous permettent cet accompagnement. Le problème, c'est la saturation du système. Il faut pouvoir sortir ces femmes de notre accompagnement pour en prendre d'autres. Et ça, c'est compliqué parce qu'il y a très très peu de structures d'aval. Donc là encore, un axe de progrès potentiel pour le gouvernement. Et cet axe de progrès, il doit se faire, j'imagine aussi dans les mentalités, puisque il y a chez ces femmes, dites-vous, une manière de ne même pas savoir qu'elles sont victimes de violences, ce qui veut dire qu'il y a une habituation par rapport à ces violences. Rada Temganzer. Oui. En fait, une femme n'accepte pas du jour au lendemain, dès la première limonade prise ensemble, tout ce qu'elle va accepter 4 ans après, 10 ans après. Il y a tout un processus de déstructuration, d'annihilation que les hommes agresseurs qui ont un profil particulier mettent en œuvre de manière à progressivement leur donner tellement peu confiance en elles-mêmes et leur faire tellement peur qu'elles vont accepter l'inacceptable. Et parfois, le sursaut se fait, le coup de trop, ou bien la peur pour les enfants. Et là, la femme se dit, non mais je ne vais pas accepter plus que ce que j'ai déjà accepté. Par contre, c'est très difficile. Donc, il y a parfois plusieurs allers-retours. Je pars, je reviens. Et puis, je ne connais rien d'autre que cette violence que j'ai vécue avec lui. Donc, c'est là que je me sens finalement en sécurité. Donc, c'est très long, c'est très lent. Il faut le savoir et prendre le temps. Profil particulier pour les hommes, que voulez-vous dire ? Ce sont des hommes qui, par blessures personnelles de l'enfance, manque de confiance en eux-mêmes, éducation par des parents violents, c'est possible aussi, ayant été peut-être eux-mêmes agressés, vont se trouver des proies. Ils vont repérer parmi les femmes. Alors, ce n'est pas forcément des femmes vulnérables. Des femmes tout à fait fortes et solides peuvent tomber dans les filets d'hommes tels que ceux-là et se laisser prendre. Mais souvent, ces hommes ont une espèce d'appétence spécifique pour les femmes chez lesquelles ils sentent que ça va pouvoir le faire. Et là, une fois qu'ils ont harponné quelqu'un, et pour harponner, c'est très facile, c'est la séduction. Donc, tout y va pour lui faire croire qu'elle est la femme de sa vie, une princesse, etc. Et une fois que cette femme est complètement sous emprise, on va commencer très progressivement, ils sont très, très malins, à l'humilier, etc., jusqu'au cou. Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. 8h21, alors que le seuil des 100 féminicides depuis le début de l'année a été atteint, le gouvernement ouvre aujourd'hui son Grenelle des violences conjugales. Pour en parler, nous sommes en compagnie d'une gynécologue obstétricienne, Rada Temganzer, fondatrice de la Maison des Femmes, une structure où l'on reçoit entre 50 et 80 femmes par jour, victimes précisément de ces violences. Et nous accueillons une romancière, Monica Sabolo. Bonjour. Vous publiez un très beau roman, Éden, chez Gallimard, un roman où il est question d'une réserve. On ne sait pas trop où se situe cette réserve, au Canada ou aux États-Unis, sur fond donc de peuples premiers. Il y a une forêt mystérieuse où grandissent notamment 2 jeunes filles. Nita, une jeune fille qui veut s'enfuir, puis elle est rejointe par Lucie, une jeune fille venue de la ville. Ce sont des jeunes filles qui aimantent malgré elles les garçons, et on suit à la fois la forêt et la manière dont ces jeunes filles vont devoir faire face à la violence des hommes. Avant d'évoquer ce conte tragique sur la domination patriarcale, j'aimerais connaître votre point de vue sur le mot féminicide, Monica Sabolo.
Oui, bonjour. Eh bien, j'observe justement le surgissement de ce mot dans la sphère publique et je trouve qu'il est très intéressant de constater qu'il y a encore quelques années, on parlait de crimes passionnels, de drame de la jalousie. Or, il me semble que tout cela n'a pas grand-chose à voir avec le romantisme ou l'idéalisme, mais qu'il est plutôt question ici de domination, d'emprise, et cela permet cette prise de conscience générale. C'est un mot important donc pour vous. Absolument, extrêmement important. Radha Temganzer, vous qui recevez, accueillez des femmes victimes de violences, que pensez-vous de ce terme ? Très bien, concis, et on comprend tout de suite que ça évoque infanticide, parricide, et on se dit mais pourquoi on a mis ces deux demi-mots ensemble, et là ça fait sens, comme vous le disiez. Ce n'est plus la passion, ce n'est plus un homme qu'une femme a trahi, c'est un homme qui a décidé qu'il avait droit de vie et de mort sur une femme. Monica Sabolo, je l'ai dit dans le roman que vous publiez chez Gallimard, Éden, il est question de femmes qui sont doublement dominées, d'une part par les hommes et d'autre part par le racisme ambiant. Pourquoi avez-vous décidé de raconter l'histoire de cette double domination ? Oui, je pense que j'étais attirée par même l'envie d'écrire sur une triple domination. La domination sur les femmes, ici qui s'exprime par la domination essentiellement sur les jeunes filles, effectivement sur la domination vis-à-vis de la marge, d'une minorité ethnique, et également la domination qui s'exerce vis-à-vis de la nature. Parce qu'il me semblait que ça exprimait une vision très verticale du monde, où les femmes, les minorités et la nature appartiennent, peuvent être domestiquées, voire détruites par l'homme. Oui, parce qu'en fait, il est question effectivement de deux lieux menacés. Le premier lieu, c'est le lieu des femmes, parce que celles-ci, dans votre roman, ne sont jamais en sécurité. Elles sont toujours agressées d'une manière ou d'une autre par les hommes. Et le second lieu qui est menacé, c'est celui des forêts. Monica Sabolo. Oui, je dirais que c'est un roman sur la frontière également, la frontière entre la civilisation et le sauvage, mais également la frontière entre l'adolescence et l'âge adulte, la frontière entre la justice et la violence. Donc tout est une question de dépassement, également d'attirance pour la transgression et de rencontre avec le danger. Le danger, c'est cette forêt, mais c'est également l'abri, le refuge, et pour peut-être prendre conscience que la menace ne vient finalement pas de la forêt, mais de la société elle-même, que la menace est au cœur de l'homme et elle est en nous. Également, la colère et la possibilité de réagir, de prendre les choses en main qu'expriment ces jeunes filles. Éden raconte notamment l'histoire de Nita. Alors c'est une fille de la réserve, elle habite un lieu reculé, coincé entre deux droites infinies, la forêt d'un côté et l'autoroute de l'autre. Elle a 15 ans, elle vit seule avec sa mère. Son père s'est évanoui dans la forêt il y a 3 ans et un drame ouvre l'histoire. Après avoir disparu pendant plusieurs jours, Lucie, une amie de Nita, est retrouvée dans la forêt victime d'un viol. Mais précisément, vous écrivez ce mot que personne ici ne prononce jamais. Pourquoi le présentez-vous ainsi, Monica Sabolo ? Je me souviens parfaitement quand j'ai écrit ces lignes, parce que moi-même, je n'osais pas l'écrire. J'avais l'impression que je n'étais pas autorisée, que c'était une façon de dramatiser les choses, qu'il ne s'agissait pas d'en faire toute une histoire. Pourtant, cette jeune fille, elle sort nue, sidérée, couverte de blessures. Mais je me rendais compte de l'impossibilité, la difficulté à poser ce mot, comme si il impliquait une faute portée par les femmes elles-mêmes. Ça, j'imagine que ça rencontre votre quotidien, Radha Temganzer, dans cette maison des femmes où vous recevez des femmes victimes de violences. Absolument, j'ai l'impression d'entendre mes patientes, parce qu'elles sont les premières à dire « mais est-ce qu'il m'a vraiment violée ?» Après tout, j'étais d'accord pour aller chez lui.
Après tout, j'étais d'accord pour me déshabiller. Bon, après, je lui ai dit que je ne voulais pas. Mais est-ce que j'avais le droit? Et elles ont beaucoup, beaucoup de mal à... Parfois, n'arrivent à mettre ce mot sur ce qui s'est passé que des années après. Donc, oui, oui, je comprends votre réticence. Et puis, on a affaire effectivement à une superposition entre la féminité, les animaux et une forme, là aussi, d'animaux qui sont menacés par les hommes prédateurs et la forêt qui, elle aussi, est menacée, Monica Sabolo. Oui, j'avais envie de créer un lien entre les femmes et la nature, un lien secret où elles sont effectivement également menacées. Et ces jeunes filles portent d'une certaine façon en elles cette forêt. Quelque chose de sauvage, quelque chose de fragile, mais quelque chose de puissant également. Car il y a une certaine arrogance, à mon avis, de la part des hommes à penser que la nature est une ressource, qu'il en est le maître. Il me semble plutôt que l'homme appartient à la nature, qu'elle est à l'intérieur même de nous. On entend justement souvent prononcer le mot écoféminisme. Que signifie ce mot pour vous, Monica Sabolo ? Alors ça, c'était effectivement assez intéressant, parce que c'est un mot que j'ignorais, j'avoue. Je pense vraiment une femme de romanesque, de vérité individuelle. Hein. J'avoue une certaine ignorance, moindre maintenant, mais vis-à-vis de ces mouvements, de ces théories. Mais j'ai découvert étrangement que ma vérité intime était reliée à certaines choses qui existaient, des mouvements de femmes très forts, dont celui de l'écoféminisme, né dans les années 70 aux États-Unis, et qui évoque le fait justement d'une volonté de domination, de domestication, voire de destruction de la nature et de la femme. Et j'ai découvert là ce que je peux aborder par la voie de la littérature et d'essayer de le transposer dans une certaine poésie, une conviction intime. Une conviction intime, mais aussi une sorte de mouvement de la nature, alors qui est incarné par exemple par la forêt, par certains animaux chassés, où on voit qu'il y a un lien particulier entre les femmes et la nature chez vous, dans votre univers, Monica Sabolo. Oui, je suis très intéressée par l'animalité en l'homme, par le sauvage. Et effectivement, là, plusieurs personnages sont en miroir avec un animal. Il y a une jeune autochtone qui s'appelle Kishi, qui adopte, enfin qui recueille une jeune chouette et qui l'élève et qui, avec elle, va prendre de la puissance. Il y a un renard également qui passe à un moment tragique, mais qui est le reflet également d'un jeune garçon. Il y a des chevreuils, il y a tous ces animaux qui sont comme des âmes gardiennes de mes personnages. Et également une autre version d'eux-mêmes, une version du monde de l'invisible. Prendre soin du corps des femmes, Ghada Demganzer, et il y a aussi, alors non pas ce côté écoféministe, puisque je ne sais pas du tout si ce terme incarne quelque chose pour vous, si vous réclamez de ce terme, mais en tout cas vous êtes gynécologue, donc vous avez un lien particulier avec une dimension corporelle évidente et essentielle de la féminité. Oui, nous protégeons en quelque sorte les femmes menacées, comme le disait Monica, par l'homme. Et à ce titre-là, oui, ça peut rejoindre un certain écoféminisme. Mais aussi la question donc du cycle des femmes, du côté donc de leur existence corporelle au travers des différentes étapes de la vie, la manière dont vous avez d'en prendre soin, de les protéger. J'imagine que vous faites allusion à la Lune et à ce qu'elle nous fait. Oui, c'est sûr que les femmes sont peut-être un peu plus en prise avec la nature qui impacte leur développement, les règles, la ménopause. Je pense qu'elles sont peut-être aussi plus sensibles à la protection de cette même nature. Peut-être parce qu'elles font le lien que vous faites et que je trouve extrêmement intéressant dans ce livre, que je n'ai pas lu, mais nous en avons discuté tout à l'heure. Monica Sabolo, ce lien est un lien qui montre qu'il y a donc une complicité entre les femmes et la nature, et une complicité que les hommes ont plutôt tendance à vouloir rendre vulnérable. Alors, je ne sais pas si les femmes sont
par essence plus sensibles à la nature. Elles ont effectivement quelque chose qui les rattache à un mouvement du corps et effectivement de la lune, des cycles, de l'enfantement. Mais il me semble que on est au-delà de cela parce que il me semble parfois dangereux de différencier justement l'esprit et le corps, la femme qui serait proche de la nature et l'homme qui serait la raison et proche de la civilisation. On est parfois proche de ce glissement, il me semble, quand on évoque cela. Mais je trouve également très fort que l'on puisse aujourd'hui s'arrêter réellement sur le corps des femmes, sur les souffrances physiques qui les touchent directement, parce qu'il me semble qu'il y a parfois cette approche patriarcale dans la médecine même qui ne prend pas soin des femmes. Qu'est-ce que vous en pensez, Radha Temganzer? On a parlé par exemple de violences gynécologiques. Est-ce que pour vous, ce terme renvoie à des choses que vous voyez, que vous avez observées, que vous observez toujours? Oui, bien sûr, mais je reste juste un petit peu ambivalente parce que il y a à la fois une prise de possession du corps des femmes par certains médecins, mais je ne voudrais pas que l'amalgame mette l'opprobre sur l'ensemble de ma communauté. Nous avons fait beaucoup pour que justement toutes ces choses qui étaient naturelles et pas si sécures, l'accouchement notamment, ne soit plus un moment dramatique. La mortalité maternelle a beaucoup chuté, la mortalité infantile aussi. Bien sûr, il y a encore de la maltraitance parce que quand on est en posture de pouvoir, donc on est celui qui sait, celui qui décide, celui qui prend en charge, eh bien, il y a des dérapages et c'est très clair et nous en sommes tous très conscients. Et notre manière à nous de lutter, c'est de peut-être continuer à éveiller les jeunes pour qu'ils comprennent que leurs gestes, leurs paroles peuvent être bien plus maltraitants que ce qu'ils pensent. Mais ça vient d'où? Ça vient du fait que entre le médecin et son patient, il y a toujours une relation, bien entendu, inégalitaire. Est-ce que ça vient du fait que cette médecine, elle est parfois pratiquée par les hommes? La médecine a été beaucoup pratiquée par les hommes et les femmes qui avaient des compétences en matière d'accouchement au XVIIe siècle ont été rapidement éjectées pour faire place aux accoucheurs. Donc ça, c'est déjà une prise de pouvoir insupportable. Il y a des femmes qui peuvent être maltraitantes. C'est aussi le métier. Et puis, on travaille sur l'humain. On travaille sur l'intime. On est dans le vagin des femmes. On fait des échographies dans le vagin. Et il suffirait qu'on manque un petit peu de sensibilité et de pudeur pour que nos gestes puissent être assimilés à des viols et à des agressions. En tout cas, un point saillant dans votre roman Monica Sabolos, c'est le fait que ces jeunes filles qui habitent dans la réserve sont vulnérables et les hommes qui les maltraitent bénéficient d'une impunité proprement incompréhensible, avec donc une sorte de clivage comme ça. Ces portraits de femmes qui sont soumises à différentes violences sont des proies, et les hommes, eux, n'ont rien, ou en tout cas ne bénéficient pas des sanctions ou des poursuites auxquelles ils devraient normalement s'ouvrir. Oui, c'est un monde où rien n'est à sa place et où les adultes devraient prendre soin de la jeunesse, de justement un âge fragile et dangereux qui est celui de l'adolescence, où la prise de risque, l'envie d'aimer, la découverte de la sexualité et l'envie de transgression les met dans une position dangereuse. Ce que je voulais évoquer, c'était justement l'éveil à la vie, à quelque chose de l'ordre de l'aventure, parce qu'il y a tout un groupe de jeunes qui finalement vont créer entre eux une force et une protection qu'ils ne vont pas trouver de la part des adultes. Oui, avec notamment une protection liée à la sororité. Oui, mais je dirais que justement l'espace du roman permet de mettre des zones plus troubles, d'ambivalence, et que les femmes sont ensemble, c'est vrai, mais les garçons, finalement, qui ont l'air d'être dangereux, brutaux, sont essentiellement fragiles, démunis de mots et de
de moyens pour s'exprimer face au monde. Hein. C'est quand même le portrait général, c'est que même les gentils garçons de la réserve sont en réalité des agresseurs, Monica Sabolo. Alors, je pense qu'ils ont l'air de cela au départ, mais qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe. J'avais très envie, finalement, d'évoquer une jeunesse qui fait comme elle peut et comme elle sait, c'est-à-dire avec un manque d'éducation, de prise de conscience. Mais il y a un mouvement. Ils sont des agresseurs, mais c'est une sorte de vulnérabilité. Ils sont plus perdus presque que les filles. Alors c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, les filles que vous décrivez, elles savent beaucoup plus que les hommes où elles vont et ce qu'elles veulent. Je dirais qu'il s'agit d'un roman d'apprentissage. Donc mon héroïne, à l'origine, c'est peu. Elle est en révolte, elle veut partir, elle se rebelle contre sa mère, qui selon elle n'existe qu'à travers le regard que les hommes posent sur elle. Elle veut exister autrement. Elle a l'impression d'être un garçon, mais en même temps justement de ne pas plaire. Et c'est une problématique. Donc c'est toute cette ambivalence-là. En même temps de vouloir échapper à son sort de fille, mais en même temps de vouloir vivre sa vie également amoureuse. Radha Hatem-Gantzer, alors vous soignez les femmes, les hommes agresseurs, j'imagine que vous les voyez peu, voire jamais. Vous ne les connaissez que par finalement ce qu'en disent les femmes que vous recueillez. Est-ce que vous avez la sensation que ce sont des hommes perdus, qu'ils sont beaucoup plus désorientés que ces femmes? Bref, comment vous les représentez? Je les vois un peu parce que j'interviens dans les séances de responsabilisation pour des hommes qui ont commis des choses qui ne les emmènent pas en prison. Perdus, je ne sais pas, mais leurs repères ne sont pas ceux qu'ils devraient être. Leur vision de la femme, leur vision des relations entre un homme et une femme sont complètement faussées par le patriarcat, par leur éducation, par leurs propres expériences de vie. Et ils ont même du mal à comprendre qu'ils ont fait mal. Pour eux, ils se sont défendus. Pour eux, les femmes les agressent. Pour eux, les femmes sont puissantes. Et ils sont de pauvres choses qu'elles traînent devant les tribunaux. C'est quand même assez préoccupant. Et ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'on a beaucoup de mal à les soigner. On les met en prison. Ça ne soigne personne. Ils ressortent tout aussi déterminés. Et en général, ils en profitent pour tuer leurs femmes au passage. Les femmes puissantes, dans votre livre, Monica Sabolo, et au-delà de ça, dans vos ouvrages, on a la sensation que les jeunes filles portent en elles à la fois l'innocence et une forme de responsabilité, comme si finalement les hommes imputaient sur elles une culpabilité liée bien entendu à la sexualité. Oui, le titre Éden, pour moi, fait écho également à la faute originelle. Et tous mes romans évoquent cette faute. Un policier dit à un moment qu'une faute finit toujours par retomber sur quelque part. Elle ne peut rester dans les airs flottantes. Et souvent, ce n'est pas le coupable qui paye cette faute ou qui en porte une responsabilité, mais la victime. Et ici, ces jeunes filles-là, particulièrement Lucie, donc qui est étrange, qui traîne avec des garçons, qui est rêveuse, qui part dans la forêt avec des garçons, qui s'habille avec des mini-shorts, etc., est considérée comme responsable d'une certaine façon de ce qui va lui arriver. Oui, je vais lire d'ailleurs un extrait à cet égard. Cette année-là, avec Kishi, nous nous étions mises à sortir la nuit. Je me maquillais de longs traits sombres sur les yeux qui me faisaient paraître plus âgée, du rouge sur les lèvres. J'enfilais un pull et un jean serré et mes baskets parce qu'il y avait l'éventualité délicieusement troublante de devoir fuir, cette possibilité qu'il arrive quelque chose. Oui, c'est vraiment pour moi l'adolescence, l'incarnation de l'adolescence, la possibilité qu'il arrive quelque chose. Elle dit à un moment, je rêvais d'hommes qui s'approchaient de moi sans savoir s'ils voulaient m'embrasser ou me tuer. Il y a cette confusion, c'est l'âge également de la confusion. L'adulte doit être là pour remettre chaque chose à sa place, il me semble. Vous recevez des adolescentes, Radha Hatem-Gantzer, précisément dans quelle situation sont-elles? Est-ce que vous notez une évolution dans le destin de ces adolescentes? Non, je ne suis pas en capacité de noter une évolution. Je pense qu'il y aura une évolution le jour où on élèvera nos filles
Et j'ai beaucoup aimé votre phrase. Vous avez dit « Elle ne veut pas être comme sa mère, qui n'existe que dans le regard des hommes ». Et tant qu'on fera croire à nos filles qu'elles sont des princesses, qu'un prince charmant va réveiller un jour et prendre sous son aile, on va être tout le temps avec cette espèce d'ambiguïté. Et je pense que moi, les jeunes filles que je vois, elles n'ont pas non plus ce que vous espérez, des adultes qui prennent soin d'elles. J'ai plutôt des jeunes filles que des adultes ont décidé de détruire. Et ça peut être leur propre famille. Et au final, Monica Sabolo, la seule issue pour ces femmes, c'est la révolte. Il y a l'issue, il y aurait peut-être d'autres issues, mais pas pour l'instant. C'est-à-dire que parler et être entendu, pour elles, n'est absolument pas possible. Donc il y a quelque chose qui se met en marche. Une colère, une rage et effectivement la tentation du passage à l'acte. Et cette tentation du passage à l'acte, si on la transpose dans la société, comment voyez-vous les choses? Comment est-il possible pour ces femmes de reprendre le contrôle, puisque finalement elles savent très bien dans Éden, votre roman, où elles sont, mais cela ne les empêche hélas pas d'être victimes. Il me semble que la prise de conscience qu'elles ne sont pas seules. La violence que subissent les femmes est double, dans le sens que c'est quelque chose de honteux, de caché, dont on ne parle pas, voire d'intégrer comme normal. Et là, avec ce surgissement et de la parole et de la prise de conscience, peut-être que cette communauté, cette sororité va donner de la force, mais même de la puissance, un courage et quelque chose qui va se poser et permettre une incarnation. Radha Hatem-Gantzer, votre prise de parole, elle avait notamment consisté à rejoindre un appel qui avait été publié au début de l'été, où il était question des féminicides. Vous disiez avec d'autres femmes, Caroline Dehaas, Rokhaya Diallo, Ina Sevchenko, les féminicides ne sont pas une fatalité, Monsieur le Président, réagissez. Vous pensez aujourd'hui que cette réaction, elle est en cours, ou bien est-ce encore loin d'être satisfaisant? Mais je vous en dirai plus ce soir. Je pense qu'on a assisté à un très beau mouvement de sororité, pour le coup, avec toutes ces associations qui, c'est pas banal, ont décidé d'unir leurs voix pour réclamer la même chose. Et je pense que, je remercie mes copines de combat, parce que ça nous a rendues beaucoup plus puissantes et beaucoup plus audibles. Alors cet après-midi seront dévoilées des mesures, j'espère. D'autres sont attendues pour le 25 novembre. Et là, je vous dirai si la réaction est à la hauteur de nos espérances. Qu'est-ce que vous en pensez, Monica Sabolo, de cette prise de... Je suis entièrement d'accord avec Radha qu'il y a quelque chose d'assez fort dans cet alignement des associations, un message audible et cohérent, mais également on attend maintenant des actes. Il y a urgence, on parle de vie et de mort. On ne peut plus attendre, il faut passer à l'action. La parole était fondamentale, mais maintenant, il faut agir. Éden, votre roman publié aux éditions Gallimard, Monica Sabolo, vous restez avec nous. Vous restez également avec nous, Radha Hatem-Gantzer. J'aimerais juste évoquer le concours d'éloquence de la Fondation des femmes qui aura lieu avec France Culture à la Maison de la Radio dimanche prochain à 18h au studio 104 avec une entrée libre et des réservations nécessaires sur le site de la Maison de la Radio.